Bonjour à tous, je suis Myriam Nicasse, je suis responsable marketing et communication pour Inextinso et métier du droit et plus particulièrement pour Inextinso avocat. Je vais être un peu je suis désolée, j'ai un peu de flottement parce que je suis en train de faire rentrer les gens. Vous êtes nombreux ce matin, je vous en remercie à participer à ce direct. On est à peu près à 150 inscrits. Vous avez posé beaucoup de questions. On a une vingtaine de questions auxquelles vont répondre nos intervenants. Concernant la logistique, je vous invite à poser des questions complémentaires via le chat. On essaiera de les prendre en fonction du temps imparti, parce qu'avec 20 questions, on a 1 heure. Ça va être un peu sport, mais on va y arriver. Dans l'organisation, là, ce matin, je vais vous présenter le groupe Inextinso pour les personnes qui ne nous connaissent pas. Ensuite, les intervenants vont rapidement se présenter et on passera aux questions. Si vous avez des questions complémentaires, nous y répondrons ultérieurement si elles ne peuvent pas être traitées cette fois-ci. Alors, hop. Donc, pour vous présenter le groupe Inextinso, donc Inextinso, c'est le leader en France du conseil aux entreprises et de l'expertise comptable. Qui dit leader dit 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, 160 000 clients, 7 300 collaborateurs pour 280 agences réparties sur l'ensemble du territoire national. Nous accompagnons les clients à 360 degrés, les chefs d'entreprise, des TPE et PME. Qui dit 360 degrés dit depuis la création de l'entreprise jusqu'à sa reprise, jusqu'aux fusions et acquisitions. Nous intervenons également dans la formation professionnelle, dans l'externalisation de la fonction finance, notamment avec Adastra. Au niveau des acteurs privés et publics de l'hôtellerie et du tourisme, nous intervenons avec Inextinso Tourisme, Culture et Hôtellerie. Nous intervenons également auprès du chef d'entreprise dans l'optimisation de sa stratégie patrimoniale avec Inextinso Patrimoine. En 2015, Inextinso a souhaité renforcer ses équipes juridiques par la création d'un réseau de cabinets d'avocats d'affaires pluridisciplinaires, Inextinso Avocat. Ce qui m'amène à vous parler des équipes juridiques au niveau national. Aujourd'hui, on compte 500 professionnels du droit chez Inextinso, répartis dans 80 agences, incluant 8 cabinets d'avocats dirigés par 18 associés. Nous accompagnons nos clients de PME, TPE, les collectivités, les professions libérales, les particuliers, les dirigeants, les associations et fonds d'investissement. Dans nos domaines d'expertise prioritaires qui sont le droit de société, droit des affaires, fiscalité sociale, mais également dans des domaines de droit plus spécifiques comme l'immobilier et la construction, les entreprises en difficulté, le droit international, la propriété intellectuelle, le RGPD, l'intelligence artificielle et ses problématiques juridiques, tout ce qui est droit public et collectivité locale, environnement, urbanisme et sport. Nous intervenons auprès de nos clients à la fois en conseil et en contentieux. Je vais laisser maintenant la parole à nos intervenants. Stanislas, tu veux peut-être commencer pour se présenter. Bonjour à tous, donc je suis Stanislas Dublino, je suis avocat en droit du travail. J'accompagne les clients d'Inextinso sur tous les sujets qui concernent le droit du travail et le droit de la protection sociale. Et donc ça va, j'allais dire, de la rédaction du contrat de travail, à la rupture du contrat de travail évidemment, mais également à des sujets connexes tels que le contrôle URSSAF ou, j'allais dire, les réorganisations, qu'elles soient minimes ou très importantes, d'entreprises. Et je suis ravi évidemment de faire ce direct du droit. Simplement pour vous rappeler la raison de ce direct du droit, et Laurent complétera, mais nous avons vu, Laurent et moi, à quel point aujourd'hui les employeurs avaient des vraies questions relatives à l'emploi des salariés étrangers, d'ailleurs qu'ils soient en situation régulière ou en situation irrégulière. Il se trouve, et ça n'aura échappé à personne, il suffit d'écouter la radio ou de regarder la télévision en ce moment pour voir que la situation des étrangers en France évolue. Elle s'est
elle l'était déjà, mais elle s'est énormément politisée. Et cette politisation de la situation des travailleurs étrangers rejaillit sur nos clients qui ont de plus en plus de questions, ont de plus en plus de difficultés à obtenir des autorisations de travail. Et donc voilà, on a souhaité faire ce direct du droit pour vous accompagner et être en proximité avec vous parce qu'on sait à quel point parfois ces sujets-là peuvent être difficiles. Laurent, tu veux compléter? Bonjour, donc Laurent Bivet, associé du cabinet Nexenso. Je suis plus en charge des métiers de bouche et de la partie agroalimentaire au sein de la structure de l'Île-de-France. Et aujourd'hui, comme vient de le dire Stanislas, on rencontre de plus en plus de difficultés puisque vous êtes amené dans certains marchés à avoir une tension au niveau de l'embauche et vous êtes amené par moment à avoir un recours à une population étrangère. Et donc, le pourquoi de notre intervention ce matin. Du comment. On va passer à la première question. Quelles sont les obligations administratives des employeurs qui souhaitent employer un salarié étranger? Et deuxième sous-question, quelle démarche doit accomplir l'employeur pour faciliter l'obtention d'un titre de séjour à un travailleur étranger, par exemple un Marocain? Stanislas, je pense que ça va être toi. Bien sûr, merci Myriam. Et en réalité, les démarches que l'on doit accomplir, qu'on soit employeur ou d'ailleurs ou futur salarié, elles dépendent de la situation de la personne qui va potentiellement, comme chaque entité. Désolée, c'est la personne avec le micro. Si le salarié réside à l'étranger, les démarches sont les suivantes. L'employeur et le salarié doivent d'abord vérifier qu'il a réellement besoin d'une autorisation de travail, ce qui n'est par exemple pas le cas s'il dispose d'un titre, par exemple le passeport talent ou d'autres. Ensuite, lorsqu'une autorisation de travail est nécessaire, l'employeur doit la demander en réalisant les démarches sur un site, le site de l'ANEF, l'administration numérique pour les étrangers en France. Alors évidemment, Myriam vous mettra le lien pour que vous puissiez le trouver plus facilement. Et évidemment, en justifiant de l'opposabilité de l'emploi, c'est-à-dire en étant en mesure de publier une offre d'emploi pendant 3 semaines et en justifiant qu'aucune candidature reçue n'était qualifiée pour le poste, sauf évidemment lorsque l'emploi relève des métiers en tension. Dans ce cas, on peut faire la demande directement sur le site de l'ANEF. Légalement, l'administration a un délai d'instruction qui est de 2 mois. Mais en pratique, le délai est en général de 2 à 5 semaines. Alors, il peut varier en fonction de la complexité de la demande ou du volume des demandes. Et lorsque l'employeur a obtenu l'autorisation de travail, le salarié doit faire les démarches pour obtenir un visa auprès du consulat de France de son pays de résidence. Et là aussi, c'est pareil, en général, c'est 2 à 4 semaines après le dépôt du dossier. Donc ça, c'est lorsque le futur salarié ne réside pas en France. Lorsque le salarié réside en France, évidemment, vous comprenez bien que les démarches sont beaucoup plus simples. Il faut d'abord vérifier si une autorisation de travail est nécessaire. Et elle n'est pas nécessaire. Si elle n'est pas nécessaire, il faut simplement faire authentifier le titre de séjour auprès de la préfecture et vérifier, bien entendu, sa validité. Si l'autorisation de travail est nécessaire, il faut en faire la demande auprès du site de l'ANEF et pour tous les titres de séjour ayant un motif professionnel, une autorisation est nécessaire pour chaque nouveau contrat de travail. Et évidemment, dès qu'on a reçu cette autorisation de l'administration, là, le salarié peut travailler. Quelques petites précisions, Myriam, parce qu'on nous a demandé plus spécifiquement pour les travailleurs marocains. Alors simplement, avant de venir sur la situation des Marocains, puis on en fera d'autres également, il est important de vous rappeler que les principes généraux que j'ai fixés tout à l'heure ne sont pas forcément applicables lorsqu'il existe, et aujourd'hui on en entend beaucoup parler, un accord bilatéral qui est passé entre la France et un pays étranger. Et ces accords bilatéraux, en général, ils ont pour but justement de faciliter la venue de travailleurs ou la mobilité de jeunes ou, j'allais dire, les rapprochements familiaux. Ces accords, en général, il y a 3 types de règles. D'une part,
des règles spécifiques au regroupement familial. D'autre part, un élargissement en général de la liste des métiers qui sont ouverts sans opposabilité de la situation de l'emploi, c'est-à-dire la liste des emplois pour lesquels l'embauche d'un salarié étranger peut être réalisée sans justifier d'avoir d'ores et déjà donné, j'allais dire, la priorité aux travailleurs français. Et troisième chose, un accès à la carte de résident après 3 ans de séjour au lieu de 5, donc la réduction des délais pour obtenir une carte de résident. Vous nous avez demandé la situation du Maroc. Alors, il existe évidemment un accord franco-marocain du 9 octobre 1987, mais malheureusement, concernant les travailleurs marocains, l'accord ne donne pas réellement d'avantages particuliers. Ils vont être soumis à peu près aux mêmes procédures que les autres travailleurs étrangers. L'unique avantage de cet accord, et il n'est pas négligeable, c'est que le ressortissant marocain peut bénéficier, après 3 ans de séjour ininterrompu en France, d'un titre de séjour de 10 ans contre 5 dans le régime général. Mais vous voyez que finalement, les avantages ne sont pas si énormes que ça. Alors que, par exemple, pour l'accord franco-tunisien, là, l'accord franco-tunisien, par exemple, il élargit la liste des métiers ouverts sans opposabilité, notamment au HCR. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que du coup, les HCR qui ne sont pas considérés comme des métiers en tension, bah là, bénéficient d'une plus grande facilité d'emploi d'un salarié tunisien. Parfait. Laurent, tu as des éléments compléments à communiquer ou pas? Non, mais je pense que tout à l'heure, Stanislas reviendra sur les accords bilatéraux qui existent également avec l'Algérie, puisque c'est un des éléments qu'on entend parler en ce moment tous les jours à la radio. Ça marche. Deuxième question. Dans quel cas doit-on faire une demande d'autorisation de travail? Alors, en pratique, un employeur doit formuler une demande d'autorisation de travail dans les cas suivants. En cas d'embauche d'un travailleur étranger résidant hors de France, en cas de titre de séjour dit salarié. Alors, il y a 2 types de titres de séjour salariés. Vous avez la carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle pour les spécialistes du sujet. C'est les CST et les CSP. On a aussi la carte de séjour temporaire, travailleur temporaire, qui impose d'avoir une autorisation de travail. En cas de récépissé de renouvellement d'un titre de séjour, portant la mention « autorise son titulaire à travailler », sauf si évidemment c'est réalisé auprès du même employeur, et en cas de CST ou de CSP, étudiants ou étudiants programme mobilité, puisque vous savez que ces étudiants ne sont autorisés à travailler que dans la limite de 964 heures. Donc à partir du moment où je les fais travailler plus de 964 heures, j'ai besoin de solliciter une autorisation de travail. Parfait. Question suivante. Pouvez-vous préciser quelles autorisations de travail et titres de séjour permettent de travailler en France, ainsi que les procédures pour les obtenir? Alors, on en fera une liste tout à l'heure, mais simplement pour répondre à cette question, il aurait été extrêmement difficile, vous le comprenez bien, on a 1 heure, de vous dresser la liste de l'ensemble des autorisations de travail et des titres de séjour. Pourquoi? Parce qu'il existe une vingtaine de titres de séjour différents et chacun a des conditions et des procédures différentes à mettre en place pour les obtenir. Des conditions d'âge, des conditions de nationalité, des conditions de contrat, etc. Donc, on est, j'allais dire, dans des arcanes qui sont des sous-conditions de conditions qui ne nous permettent pas, en fait, de vous répondre de manière utile et puis surtout agréable pour vous. Simplement, souvenez-vous d'une chose, c'est que certains titres de séjour autorisent le travail sans démarche supplémentaire de l'employeur. C'est notamment la carte de résident 10 ans, la carte de séjour, etc. Alors que d'autres titres de séjour n'autorisent pas directement le travail. Et c'est ça qui est important à retenir. C'est est-ce que le titre de séjour autorise ou n'autorise pas. Alors bien évidemment, on a tous conscience que cette réponse n'est pas forcément satisfaisante. Mais Myriam va vous mettre le lien vers le site de la NEF et vous pourrez justement voir en réalité, catégorie par catégorie, la situation exacte sur laquelle vous vous posez une question. Je pense que c'est beaucoup plus simple comme ça.
Oui, vous recevrez les liens, les différents documents qu'on va évoquer ce matin par mail via le mail de satisfaction qu'on va vous envoyer. Demain, je pense que vous le recevrez. OK, question suivante, 4. Y a-t-il des spécificités pour employer un salarié étranger dans le secteur pétrolier? Alors, c'est une vraie question. En réalité, il y a deux manières de l'aborder. La première, c'est est-ce que lorsque je suis dans le secteur pétrolier en France, je bénéficie de droits ou de situations particulières? Et là, la réponse est très clairement non. Il n'y a pas de système dérogatoire. Le salarié étranger est soumis aux mêmes réglementations qu'un salarié lambda. Il n'y a pas en réalité de dérogation liée à cette activité. En revanche, et c'est important parce que je me demande si ce n'était pas ça le sens de la question, je vous rappelle que bien souvent, les salariés dans le domaine pétrolier, notamment pour le forage, travaillent sur des plateformes qui sont offshore. Et là se pose la question de savoir quel est réellement le droit applicable à ces plateformes. Est-ce que je vais appliquer le droit applicable à l'entreprise qui gère cette plateforme ou est-ce que j'applique le droit applicable du lieu où elle est située? Réponse, c'est en réalité les plateformes offshore sont soumises à la juridiction de l'État riverain en ce qui concerne les opérations de prospection et d'exploitation. Donc, par exemple, je suis dans une plateforme offshore riveraine du Congo, eh bien, j'applique le droit congolais et donc là, pour le coup, on n'est pas du tout soumis aux mêmes réglementations. Parfait. Question suivante, y a-t-il des spécificités pour employer un salarié étranger dans la filière équine? Alors, la filière équine, il y a là aussi, c'est pareil, deux manières de voir les choses. La première, c'est je suis l'exploitant j'allais dire, d'un élevage équin. Et la question, c'est là aussi, est-ce que je bénéficie de spécificités? Réponse, très clairement non. Vous embauchez un palefrenier étranger en France, il doit bénéficier d'un titre de séjour qui l'autorise à travailler, ou sinon vous devez lui faire bénéficier d'un titre de travail. Mais il y a une autre manière de voir les choses, c'est de se dire peut-être que cette question, elle porte sur le fait de faire venir dans le cadre de compétitions internationales un cavalier et sa monture. Et là, je pense qu'il y a deux manières de voir les choses. La première, c'est qu'il y a des titres spéciaux, notamment le titre talent, qui va permettre justement à, par exemple, un cavalier et sa monture de venir s'entraîner en France dans le cadre de ce visa spécial. Mais pour ça, évidemment, il y a des conditions. Et ces conditions, elles sont extrêmement restrictives. Et vous verrez que ça ne va pas finalement être très satisfaisant. Pourquoi? Parce qu'il faut que le sportif, en l'occurrence là notre cavalier, il ait une renommée nationale ou internationale. Il faut également que sa venue sur le territoire français présente un intérêt pour la discipline et donc qu'il ait un projet structuré. Et la troisième chose, mais ça va sans dire, c'est qu'il n'ait jamais commis aucun trouble à l'ordre public. Donc vous voyez que les conditions sont quand même très restreintes. J'ajoute néanmoins que pour le secteur équestre, il y a une petite spécificité. Le cheval et d'ailleurs le cavalier doivent bénéficier d'un passeport dit FEI, passeport de la Fédération équestre internationale. Ce passeport, il est obligatoire pour se déplacer sur le territoire français avec un cavalier et une monture qui ne résiderait pas le reste de l'année en France. Petite exception, c'est pour les épreuves qui sont considérées comme low level, donc les toutes petites compétitions, qui se déroulent dans le pays de résidence du cheval. Mais pour le reste, les chevaux et les cavaliers doivent bénéficier de ce passeport. À défaut, ils ne peuvent pas se déplacer sur le territoire. Parfait, bien complet. Question 6.
Je travaille en Italie et souhaite revenir en France avec mon mari italien. Je prépare le lancement de mon activité de recrutement et d'accompagnement de travailleurs italiens expérimentés pour des entreprises françaises ayant des profils pénuriques. J'aimerais en savoir plus sur les droits et obligations des salariés étrangers dans ce contexte. Alors, je me permets de préciser, les profils pénuriques, ce sont les profils que l'on ne trouve pas partout, qui sont extrêmement difficiles à trouver. Donc, madame, votre situation, elle est finalement pas si particulière que ça. Pourquoi? Parce que pour le moment, vous travaillez en Italie. Je pars du principe que vous êtes française ou italienne. Votre mari est italien. Vous bénéficiez à ce titre du droit de tout travailleur communautaire à se déplacer et à travailler sur tout le territoire de la communauté. Et donc, vous n'avez pas, à ce titre-là, dans le cadre de votre déplacement, d'obligations particulières. De même, si je comprends bien votre question, vous souhaitez accompagner, recruter et accompagner des travailleurs italiens expérimentés pour des entreprises françaises. Donc, là encore, nos travailleurs italiens, ils bénéficient du droit de travailler en France au titre de la liberté de déplacement du travailleur communautaire. Donc, et ça c'est très important, si l'employeur est français, notre travailleur italien pourra être embauché de la même manière qu'un travailleur étranger. En revanche, si vous faites venir un travailleur italien sur le territoire français par le biais du recrutement d'une entreprise située en dehors du territoire français, une entreprise allemande, une entreprise roumaine. Là, on n'est plus du tout dans ce droit-là. On est dans le droit du détachement communautaire. Et donc, l'entreprise qui aura embauché votre travailleur italien ne pourra le faire travailler que dans le cadre extrêmement conscrit du détachement communautaire. Et j'y reviendrai tout à l'heure parce que je vous donnerai les conditions. Mais donc voilà, finalement, vous êtes dans une situation qui me semble extrêmement simple parce que vous bénéficiez, j'allais dire, du droit de l'Union européenne qui est extrêmement favorable au déplacement des travailleurs européens. Ça marche. Laurent, tu interviens dès que tu souhaites. Hein. Tout à fait, mais là, pour l'instant, je n'ai pas de précision à amener outre mesure. Ça marche. Question 7. Est-il possible d'employer une personne en situation irrégulière via un visa de travail ou un autre dispositif? Alors, cette question, Myriam, elle est intéressante parce que, comme on a échangé la dernière fois, elle montre en réalité un tout petit peu les limites du sujet. Pour rappel, normalement, concrètement, une personne en situation irrégulière ne peut pas bénéficier d'une autorisation de travail et vous n'avez pas le droit de la faire travailler. Il faut donc, avant d'employer quelqu'un, avoir qu'il ait l'autorisation de séjourner sur le territoire français et qu'il ait, d'une manière ou d'une autre, une autorisation de travail. Mais là, et Laurent va intervenir, là où le système est complètement décalé, c'est que lorsque l'on embauche un salarié en situation irrégulière, il existe une procédure pour le faire régulariser. Et cette procédure est extrêmement favorable parce que notamment, on n'a pas à démontrer que l'on a cherché à embaucher quelqu'un qui était un Français, qui était demandeur d'un tel poste. Donc on voit bien un petit peu à quel point la situation est ubuesque. On n'a pas le droit, mais si on le fait, on peut régulariser. Et on se retrouve dans pas mal de domaines, notamment dans la partie CHR, où vous avez des entrepreneurs qui prennent le risque d'embaucher les salariés, alors qu'ils n'ont absolument pas le droit, afin de pouvoir disposer d'un contrat de travail, d'une douzaine de fiches de paie, afin de pouvoir monter le dossier après auprès des différents organismes et auprès de l'OFII, afin de pouvoir les régulariser. Si vous n'avez pas les fiches de paie, vous ne pouvez pas les régulariser, mais vous n'avez pas le droit de les embaucher. Donc, malheureusement, on a de plus en plus de clients qui prennent le risque et on rappelle que si vous êtes pris par la patrouille, c'est un cas de travail dissimulé, c'est de la correctionnelle et on verra tous les cas de sanctions un peu plus loin.
Et par exemple, j'ai eu, il y a quelque temps, je me suis déplacé dans une grande commune de l'Île-de-France. J'ai été rencontrer le maire pour voir si on pouvait trouver une solution ensemble. Et monsieur le maire m'a simplement répondu, bah, écoutez, vous n'avez pas le choix, vous n'avez plus qu'à l'embaucher pour pouvoir régulariser à moyen terme ce salarié. Ok. Ça, c'est vraiment, très sincèrement, hein, et Laurent a donné des exemples, mais c'est vraiment une situation sur laquelle on est énormément interrogé. C'est des situations qui sont complexes, qui demandent, alors là, pour le coup, un petit peu d'ingénierie pour savoir un petit peu ce que l'on fait dans l'attente de la régularisation. Donc voilà, on sait que c'est difficile. Sachez qu'il existe des solutions de régularisation, mais malheureusement, l'avocat que je suis doit vous dire que normalement, on n'a pas le droit. Ok, question suivante, question 8. Il nous reste un petit peu plus d'une demi-heure. Comment fonctionne la taxe pour l'embauche d'un salarié étranger? Alors, d'abord, il faut expliquer ce que c'est que cette taxe. C'est une taxe qui est versée à l'OFII. En réalité, lorsque l'autorisation de travail vous est accordée pour l'emploi d'un salarié étranger, vous devez payer une taxe à l'OFII. Cette taxe, elle ne s'applique évidemment pas aux ressortissants européens, puisque eux, ils bénéficient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la liberté de circulation et d'établissement en France. La taxe, elle est donc seulement due pour les salariés d'origine extra-européenne et elle est uniquement due à l'occasion de la première délivrance du titre de séjour du salarié ou du travailleur détaché. Le montant de la taxe due par l'employeur est fixé en fonction de la durée du contrat de travail, du niveau de la rémunération et du type de contrat de travail. Alors, je ne vais pas évidemment revenir sur l'ensemble de ces conditions, mais un petit exemple. Par exemple, pour un contrat supérieur à 3 mois et inférieur à 12 mois, le montant de la taxe, il varie en fonction du salaire du salarié. S'il est inférieur ou égal à 1 800 €, la taxe est de 74 €. Et pour un salaire, par exemple, supérieur à 2 700 €, la taxe est de 300 €. Petite précision, évidemment, lorsqu'on est sur un CDI, le montant de la taxe est bien plus important. Et l'objectif, vous comprenez bien, il est d'inciter à faire travailler un salarié français et non un salarié étranger. Laurent, tu veux peut-être faire une petite observation parce que tu disais que c'était un réel frein hein, quand même. Hein. Bah, oui, parce qu'on se retrouve de plus en plus vers des coûts qui sont relativement élevés pour régulariser et les montants qu'on indiquait tout à l'heure, c'était pour des contrats assez courts et lorsqu'on se retrouve sur des contrats CDI, on se retrouve sur un coût qui est relativement important pour l'employeur. Ok. Question 9. Comment obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture? Est-ce qu'il y a une astuce? Alors, je vais exclure directement le fait que vous soyez le fils ou l'arrière-cousin du préfet, mais plus sérieusement, en réalité, aujourd'hui, et je suis désolé d'être un peu déceptif là-dessus, mais les 3/4 des démarches sont dématérialisées. Donc, vous n'avez absolument aucun moyen d'accélérer vos démarches. Désormais, j'allais dire l'appel à un ami, ça n'existe plus. La seule manière que vous pouvez avoir j'allais dire de simplifier ou de réduire les délais, c'est deux choses. C'est d'une part de le faire le plus rapidement possible et d'autre part d'adresser à l'administration le dossier le plus complet possible. Parce que ce que l'on voit, c'est que lorsque l'on a un dossier qui n'est pas complet, en fait, l'administration vous redemande des pièces ou rejette votre dossier. Et c'est là qu'on perd du temps. Donc, c'est vraiment, si je peux me permettre, si vous voulez avoir une situation extrêmement rapide en préfecture, l'idéal, c'est d'avoir un dossier le plus structuré possible. Mais le reste, je suis désolé, il n'y a pas. Il n'y a pas d'astuce, quoi. Non, il n'y a pas d'astuce, il n'y en a plus. Fut un temps, il y en avait, mais ça, c'était les années 80. Question 10. Faut-il systématiquement demander un accord de la préfecture, même avec un titre de séjour ou un visa permettant de travailler? Alors, comme je le disais tout à l'heure, la réponse est non. Et pourquoi? Parce que, en réalité, on ne demande à la préfecture qu'une autorisation de travail. Mais cette autorisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle ne concerne que très peu de catégories de salariés. Les 3/4 des salariés qui travaillent en France
ont leur autorisation de travail qui est directement attachée à leur titre de séjour. C'est du fait de mon titre de séjour que j'ai l'autorisation de travailler. Et donc, bien évidemment, dans ce cas-là, l'employeur n'a absolument aucun besoin d'avoir une autorisation de travail. L'autorisation, j'allais dire, elle est inhérente à la situation du salarié étranger qui est en situation régulière sur le territoire français. Alors, là encore une fois, l'objectif, il est évidemment pas d'alourdir ce direct du droit en vous faisant la liste à la Prévert des conditions qui sont fixées par l'article R 52-22-21-2 du Code du travail. Vous avez toute la liste et Myriam vous l'adressera, bien évidemment, avec toute la liste qui va bien. Simplement, quelques petits éléments. D'une part, quand vous êtes titulaire d'une carte de résident, vous n'avez pas à demander d'autorisation de travail. De même, lorsque vous avez une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ou d'un visa long séjour qui vaut titre de séjour, vous n'avez pas à demander tout cela. Alors, vous avez aussi les titulaires de la carte pluriannuelle, les salariés qui sont détachés, et ça c'est important et c'est souvent le cas chez nos clients, ce qu'on appelle les salariés détachés ICT, Intra-Corporate Transfer, c'est-à-dire les transferts intra-groupes. Là aussi c'est pareil, dans votre visa, vous avez de facto l'autorisation de travail. Donc, vous avez cette liste qui est réalisée et évidemment, alors ça, un petit focus sur 2 points également. Vous avez des autorisations de travail provisoires de séjour ou un document provisoire de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler », ben là, de facto, vous pouvez travailler. Et les salariés qui exercent certaines activités salariées pour une durée inférieure ou égale à 3 mois, et je laisse Laurent donner son expérience, notamment dans la MSA, parce que vous avez de nombreux salariés qui bénéficient de ces titres-là et qui peuvent venir travailler sans avoir besoin d'autorisation de travail. Tout à fait. Et on a des cas aussi, il faut faire attention, on a des apprentis qui ont une carte de séjour étudiant où ils ont le droit de travailler. Donc, il faut juste faire attention à la fin de leur contrat d'apprentissage lorsqu'on veut les embaucher. Si on veut les embaucher en CDI, ce contrat d'étudiant n'est plus valable et il faut qu'ils demandent un permis de travail. Donc ça, c'était la petite précision. Et pour les travailleurs saisonniers, c'est les mêmes démarches. On rentre dans le régime du droit commun. Donc, c'est exactement les mêmes démarches que vous explique depuis tout à l'heure, Stanislas. Exactement. OK. Question 11. Faut-il demander une authentification, autorisation de titre de séjour pour un salarié ayant un titre de séjour temporaire? Lors de la vérification d'un titre de séjour, peut-on employer le salarié concerné avant la réponse de l'administration ou faut-il attendre les 48 heures? Et plus généralement, qu'a-t-on le droit de faire en attendant la réponse de la préfecture concernant la demande d'autorisation d'embauche d'un salarié étranger? Alors là j'allais dire, c'est presque la tarte à la crème des sujets relatifs à l'embauche de salariés étrangers. Pourquoi? Parce que, oui, il est obligatoire et impératif de demander l'authentification du titre remis à l'employeur par la préfecture. Comment on fait? C'est très simple. On adresse par mail aux services préfectoraux du lieu d'embauche, sauf si le candidat est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenus par France Travail, parce que dans ces cas-là, France Travail a déjà fait la vérification. Mais vous envoyez au préfet le titre de séjour et la préfecture dispose, alors attention, ça n'est pas 48 heures, c'est 2 jours ouvrables. Elle dispose de 2 jours ouvrables pour vérifier la validité de ce titre. Et ce n'est qu'une fois ces 2 jours ouvrables purgés que vous pouvez embaucher le salarié. Mais attention, évidemment, et on le verra, il y a parfois des petites astuces qui ne nous permettent pas de vérifier totalement. Mais en pratique, tant que vous n'avez pas fait cette vérification, vous avez l'interdiction d'embaucher
le salarié et surtout de le faire travailler. La seule chose que vous pouvez faire, c'est éventuellement rédiger une promesse d'embauche sous réserve de la vérification, évidemment, du titre. Donc, vous êtes embauché sous réserve que dans le délai de 48 heures, de jours ouvrables, nous n'ayons pas reçu un courrier de la préfecture indiquant que votre titre de séjour n'est pas valable. Alors, pourquoi il y a évidemment quelques trous dans la raquette? La première chose, c'est qu'on peut très bien vous adresser un titre de séjour valable, mais que la personne qui vous le présente ne soit pas la personne sur le titre de séjour. Et parfois, c'est très difficile, j'allais dire, de faire des différences. Et donc, il faut faire attention à cela, bien s'assurer que la carte de séjour est bien celle qui concerne le salarié. Et ensuite, évidemment, la question, ça va être au fil de l'eau de bien s'assurer que le titre de séjour ou que le titre de séjour n'arrive pas à expiration pendant la durée du contrat. Parce que régulièrement, ce que l'on voit, c'est que les employeurs vérifient au début et puis après oublient que le titre de séjour, il a été donné pour 6 mois ou pour 1 an. Or, on le sait très bien, dans les embauches et dans la vie du contrat de travail, 1 an, c'est extrêmement court. Donc ça, faites attention à ces deux scénarios-là, parce qu'ils sont réguliers chez nos clients. Laurent, tu voulais peut-être intervenir sur ce sujet sur lequel tes clients t'interrogent bien souvent? Alors, bien souvent, ils m'interrogent puisque on fait le nécessaire pour interroger la préfecture et on leur signale, bien évidemment, qu'ils ne doivent pas embaucher la personne avant la réponse de la préfecture. Mais dans la majorité des cas, la réalité, c'est que les gens sont déjà en place et sont déjà en train de travailler, soit dans les cuisines, soit dans un laboratoire. Et là où c'est beaucoup plus dangereux, c'est quand ils travaillent dans le bâtiment, sur des toits ou sur des échafaudages. Et là, ça peut devenir dangereux parce que cette personne n'est pas réputée être embauchée tant que vous n'avez pas la réponse de la préfecture. Et donc, vous vous retrouvez aussi dans le cadre du travail dissimulé et vous vous retrouvez surtout avec un problème d'assurance s'il arrive un accident à cet employé. Moi, personnellement, j'avais une question. Et la préfecture, elle met bien 48 heures, elle ne dépasse pas ce délai de réponse? Le silence vaut validation. Ok. Au-delà de 48 heures, le dossier est validé. Ça marche. On a une question, on va la poser quand même. Victime d'un salarié qui avait usurpé son identité, c'est un Comorien qui s'est fait passer pour une personne de Mayotte en achetant une carte nationale d'identité au marché noir. Quelles possibilités avons-nous, donc en l'occurrence c'est un des participants qui pose la question, pour confirmer la véracité des documents d'identité? Alors, c'est un petit peu, d'ailleurs, la question 12, il fait référence également. C'est vraiment, c'est là la limite de l'exercice. C'est que vous êtes soumis, en effet, à des situations dans lesquelles on vous demande quasiment d'avoir un rôle d'enquêteur, alors que vous êtes employeur. Vous n'êtes pas lieutenant comme le colonel de police. Alors, j'allais dire quelques petits points pour répondre à la volée à cette question-là. D'une part, il faut que vous exigiez, dans la mesure du possible, un original de la pièce d'identité et non une simple copie. Parce que bien souvent, évidemment, la bidouille, elle se fait sur une photocopie. Et donc, lorsque vous avez le titre, l'original, il est plus difficile à bidouiller. Même si ça se fait, hein, on le sait très bien. Ensuite, il faut que vous demandiez éventuellement la copie d'un deuxième document officiel, par exemple une carte d'identité, ou éventuellement la preuve des démarches qui ont pu être réalisées auprès de l'administration. Là aussi, c'est pareil. Ça vous met un petit peu la puce à l'oreille. Troisième chose, vous pouvez consulter le site du Prado en cas de doute pour vérifier si le document utilisé répond, j'allais dire, à la forme officielle ou si, j'allais dire, vous avez affaire à un artiste en herbe qui vous a bidouillé une autorisation de séjour avec les couleurs qui lui plaisaient. Mais sous ces réserves-là, évidemment, et c'est ce que je disais tout à l'heure, vous pouvez même, et je le dis sincèrement, même avoir un salarié qui vous présente un titre valable et ne pas faire forcément la différence sur la photo.
s'ils sont frères, ils peuvent se ressembler presque comme deux gouttes d'eau. Et c'est extrêmement difficile de faire la différence. Lorsque, même nous, lorsque l'on a une pièce d'identité, c'est un peu mon cas, où on a 10 ans de moins, bah, excusez-moi du peu, mais on a un tout petit peu changé. Et donc, si vous voulez, tout cela fait qu'on a tous conscience 1000 fois qu'il y a des difficultés. Mais ce qui est important, c'est que si vous avez réalisé ces petites démarches et si vous avez fait authentifier votre titre de séjour, et ça c'est essentiel, vous pouvez à un moment ou à un autre plaider la bonne foi. Tant que vous n'avez pas fait ce type de démarche, vous ne pouvez pas plaider la bonne foi. Et donc ça change totalement, j'allais dire, la coloration de votre situation. Ok, donc tu as répondu à la question. Tu as des choses à rajouter sur l'employabilité des salariés étrangers? Oui, tout à fait, parce que, encore une fois, comme dit plus haut, les 3 grands points que vous devez vérifier, et j'allais dire peut-être le résumé de ce direct du droit, c'est 3 choses. 1, s'assurer que le titre de séjour est valable. 2, s'assurer que ce titre permet de travailler. Et 3, vérifier la régularité du titre présenté. Voilà. Si je vérifie que mon titre de séjour, il court toujours, si je vérifie que le titre permet de travailler et si j'ai vérifié, j'ai fait authentifier son authenticité, comment vous dire, vous avez un parachute et ce parachute, il est essentiel. Ok. Prochaine question. Alors, on a une question d'un participant. Une personne de nationalité tunisienne détenant un passeport talent salarié qualifié entreprise innovante portant mention exercice d'une activité salariée. Devons-nous demander une autorisation de travail à la l'ANEF, sachant que le nouvel employeur n'est pas une entreprise innovante? Oui, vous devez le demander. Ça fait partie des situations dans lesquelles vous devez le demander. Ok. Alors, question 13. Lors du recrutement d'un salarié étranger qui a un titre de séjour sur le point d'expirer, est-ce qu'il est nécessaire de faire une demande d'autorisation de travail afin qu'il puisse avoir son titre de séjour renouvelé? Alors, la question, Myriam, elle est excellente parce que là aussi, on voit bien, et c'est tout l'intérêt de ce direct du droit, c'est que là, on voit bien que la personne qui a posé cette question, elle sait de quoi elle parle et qu'elle pratique le sujet. Alors, la situation, elle est délicate. Pourquoi? Parce que ce que vous me dites, c'est mon titre va expirer. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour régulariser? Ça ne sert à rien d'aller demander une autorisation de travail puisque votre salarié, pour pouvoir bénéficier d'une autorisation de travail, encore faut-il qu'il soit en situation régulière sur le territoire français. Et donc, si son titre de séjour vient à expirer, la seule manière que vous avez de faire, c'est de demander à votre collaborateur de renouveler son titre de séjour. Et très sincèrement, si vous ne voyez pas qu'il a fait ses démarches de renouvellement alors que c'est sur le point d'expirer, attention, alerte, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez devoir soit suspendre le contrat de travail, soit le rompre, et c'est pas très agréable. Donc, à mon avis, si vous voyez que le titre de séjour du salarié que vous êtes sur le point d'embaucher est sur le point d'expirer, vous lui demandez de lancer les démarches de renouvellement. Vous savez que lorsque le renouvellement est fait, l'administration adresse un récépissé dans lequel elle indique que le dossier est en cours d'instruction et, allez, on va dire dans 90% des cas, ce renouvellement porte la mention qu'il autorise le salarié à travailler pendant la période d'instruction. Là, encore une fois, c'est essentiel de vérifier que cette mention existe. Et surtout, et je le dis parce que c'est la tarte à la crème, les instructions, en général, elles durent, allez, entre 1 et 3 mois, rarement plus.
On a parfois des instructions qui portent sur 6 mois. Mais là, encore une fois, vous voyez bien que systématiquement, vous devez vous mettre des petits requests pour vous dire, attention, j'avais mon renouvellement, enfin, mon instruction qui a été ma demande de renouvellement qui a été faite en septembre pour 3 mois, octobre, novembre, décembre. Donc, en décembre, je ne peux plus le faire travailler. Donc, est-ce qu'il y a eu un nouveau renouvellement, etc., etc. Et parfois, d'ailleurs, le salarié fait des demandes de renouvellement et l'administration ne lui envoie plus de récépissé. Autant dire que ce qu'elle fait, c'est évidemment un refus d'instruction. Elle n'instruit plus le dossier et donc elle a donné un avis négatif au renouvellement. Terminé, le dossier s'est achevé. Et donc vraiment, il faut faire extrêmement attention à ces situations-là. J'encourage tout le monde à suivre l'ensemble de son effectif pour les salariés étrangers, pour bien suivre leur titre de séjour, avoir un tableau qui vous permette de suivre la date à laquelle expire le titre de séjour, afin de pouvoir relancer vos salariés. Si vous n'avez pas ce document qui autorise le salarié à travailler pendant sa période d'instruction, nous vous rappelons que ça suspend la totalité des droits du salarié, donc le contrat de travail doit être suspendu dès la fin du délai indiqué sur la carte de séjour. Exactement. Comment détermine-t-on si le bulletin de paye doit être fait en France ou à l'étranger? Il nous reste un quart d'heure. Alors, je remercie la personne qui m'a posé cette question parce qu'en effet, elle est extrêmement intéressante. Et là, on rentre un peu, j'allais dire, dans le droit international de la sécurité sociale et donc sur, pour ceux qui savent, sur les conventions de Rome, etc., etc. Les principes, ils sont assez simples, en fait, en sécurité sociale. Le principe, c'est je cotise dans le lieu où j'exerce mon travail. Ça, c'est comme ça. Donc, je travaille en France, je cotise en France. Je travaille en Espagne, je cotise en Espagne. Mais évidemment, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, vous avez parfois des conventions bilatérales entre les États qui viennent régir un petit peu les situations temporaires, qui viennent dire pendant une durée de 2-3 ans, le salarié va pouvoir être maintenu, par exemple, au régime de sécurité sociale français s'il est français, tout en travaillant à l'étranger, en Espagne, au Japon, en Amérique, etc. Donc, première chose, c'est le principe. Et deuxième chose, on va regarder s'il y a une convention bilatérale. Et quand on est sur un travailleur communautaire et qui va travailler dans un État européen, là, le principe, c'est pendant 2 ans, le salarié peut bénéficier du détachement communautaire. C'est-à-dire, je suis français, je vais travailler en Espagne pendant 2 ans, je peux être maintenu au régime français de sécurité sociale. Mais vous le savez, alors c'était la mode aux alentours des années 2017. Vous savez, c'était le plombier roumain qui effrayait les employeurs français. Et donc, les directives européennes ont été changées pour restreindre ce système de détachement. Donc aujourd'hui, première chose, l'employeur doit garder un lien organique avec les salariés détachés. Il ne peut pas détacher dans une entreprise des salariés et ne plus s'en occuper. Il doit encore garder un certain nombre de tâches d'encadrement, de gestion du personnel. Deuxième chose, l'employeur ne peut pas faire ce que l'on appelle du détachement en cascade, c'est-à-dire il ne peut pas remplacer un salarié détaché par un nouveau salarié détaché. Troisième chose, l'employeur doit exercer normalement ses activités sur le territoire de l'état d'emploi. Donc, je ne peux pas être une entreprise fictive, par exemple, logée en Allemagne ou en Belgique, et faire venir, parce que je considère que le régime social est plus favorable, faire venir des salariés détachés en France, alors que je n'ai aucune activité de mon activité dans l'état dans lequel je réside. Et dernière chose, le salarié doit avoir travaillé pour la société qui le détache ou, s'il est embauché en vue de son détachement, avoir été soumis à la législation de l'État membre où il est établi au moins 1 mois. Donc, on ne peut pas faire travailler comme ça, recruter quelqu'un et l'envoyer directement dans un État membre. Voilà. Et ça, c'est des principes qui sont connus. Alors, c'est un petit peu complexe et on y reviendra parce qu'on va parler du télétravail, mais ça, ce sont des éléments qui sont très connus. On a une question dans le chat. Si le salarié a changé d'entreprise, faut-il faire une autorisation de travail? Alors, non, alors si c'est pour la question oui, d'avant.
pour la question d'avant, à partir du moment où notre salarié il est détaché en droit européen, il n'y a pas d'autorisation de travail. Hein. Le fait d'être européen, on n'a pas d'autorisation de travail. Donc, par définition, ça ne s'applique pas. Okay, question 15. Quelles sont les nouvelles mesures mises en place à compter de 2025 au regard de l'embauche des chercheurs étrangers, niveau master et doctorat en tant que diplôme? Alors, je vais aller vite, Myriam, parce que je vois que le Ouais. temps passe. Simplement pour vous rappeler très, très vite les choses. Les chercheurs, il n'y a pas de nouveau système. Grosso modo, il y a une directive européenne qui vient régir, faciliter, j'allais dire, la venue de chercheurs extra-européens et leur maintien sur le territoire européen, notamment pendant une durée de 4 ans après l'obtention de leur diplôme. Mais il y a un dispositif français qui est venu compléter ce programme et faciliter encore plus l'accueil de chercheurs étrangers. C'est ce qu'on appelle notamment le séjour de le séjour de recherche. Je vous rappelle que les chercheurs peuvent venir dans le cadre de programmes Erasmus, de coopération internationale et d'échanges internationaux. Et pour tous ces sujets-là, si vous êtes chercheur, je vous recommande de voir avec votre université d'origine ou avec l'université dans laquelle vous voulez aller travailler parce qu'ils sont extrêmement pointus sur ces sujets-là et peuvent vous aider notamment pour obtenir, si vous en avez besoin, une bourse. Ok. Question 16. Quels sont les risques et sanctions en cas d'irrégularité dans l'embauche et quelles sont les sanctions pour l'emploi de salariés sans autorisation de travail dans les métiers dits en tension? Les sanctions sont les mêmes, Myriam. En réalité, il y a 2 types de sanctions. Il y a les sanctions administratives. C'est des peines qui sont de 21 000 à 63 000 euros d'amende administrative. Et vous avez des sanctions pénales qui sont d'ailleurs cumulatives. Et ces sanctions, c'est quoi? Donc c'est considéré évidemment comme de l'emploi d'un étranger non autorisé, donc comme du travail illégal. C'est 3 à 5 ans d'emprisonnement, 30 à 45 000 euros d'amende, hein, l'un et l'autre évidemment, et des peines complémentaires qui sont extrêmement lourdes. C'est notamment la fermeture de l'entreprise, sa dissolution ou l'interdiction notamment de pouvoir passer des marchés. Donc on est vraiment sur des sanctions qui sont extrêmement lourdes et Laurent, je te laisse donner tes expériences parce que ce n'est pas simplement des sanctions fictives. Hein. Je me suis retrouvé dans un restaurant parisien où on a eu une fermeture administrative. Donc après, pour démêler le tout, c'est toujours beaucoup plus long. Donc c'est un risque qui est relativement important et qui fait partie des peines complémentaires que tu citais tout à l'heure. Je rappelle, quand vous prenez une fermeture administrative de 3 ou 6 mois, votre drame, c'est que vous êtes responsable de la situation et donc pour gérer votre personnel, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que le risque, c'est que pendant 3 mois, vous deviez le payer alors que votre chiffre d'affaires ne rentre pas. C'est vraiment, hein, c'est des situations qui sont extrêmement lourdes et extrêmement complexes. Et avec Laurent, on a aidé des entreprises dans ces situations-là. Croyez-moi, ça n'amuse personne. Hein. Et ça relève quand même de la correctionnelle pour le dirigeant d'entreprise, donc c'est quand même tout sauf drôle. Comment gérer les demandes de salariés souhaitant télétravailler depuis l'étranger tout en bénéficiant de la protection sociale française et existe-t-il des alternatives à la déclaration obligatoire dans le pays de télétravail comme la cotisation volontaire à la CFE? Alors, c'est une excellente question et c'est une situation que l'on voit de plus en plus. Pourquoi? Parce que les salariés sont maintenant extrêmement mobiles et certains hommes clés souhaitent. Alors, moi j'ai eu plusieurs questions. Hein. J'ai eu une salariée qui souhaitait faire le tour du monde tout en gardant son travail et l'employeur avait accepté. Donc, la question s'était posée. Mais votre question, allez, on va prendre les grands principes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, normalement, on doit cotiser dans l'État dans lequel je travaille, que je travaille ou que je télétravaille. Donc, je suis embauché par une entreprise française pour aller télétravailler en Espagne. Si je télétravaille à 100% en Espagne, je dois cotiser en Espagne, peu importe le fait que mon contrat de travail soit de droit français. Ça, c'est la première chose. Il y a 2 exceptions. La première qui concerne tous les salariés de l'Union européenne. Pour ces salariés-là,
on peut télétravailler, on peut rester immatriculé en France si on exerce une partie substantielle de cette activité en France. Et pour être considérée comme substantielle, l'activité doit être au moins de 25% au total lorsque j'exerce dans 2 ou plusieurs États membres. Et d'autre part, il y a un accord justement sur le télétravail qui a été signé par quelques pays européens, pas tous. Je crois que l'Allemagne n'en est pas signataire, qui vient vous expliquer que pour les salariés qui exercent moins de 50% de leur activité en télétravail dans leur état de résidence, eh bien, dans ces cas-là, ils peuvent rester soumis à la législation sociale, donc aux cotisations, de leur état d'emploi. En d'autres termes, si je travaille 49% de mon temps en télétravail en Espagne, eh bien, dans ces cas-là, j'ai le droit de rester cotisé en France. Voilà, mais évidemment, c'est des situations qui sont à mesurer, j'allais dire, au trébuchet et qui sont particulièrement complexes. Il y a une deuxième partie dans votre question qui est extrêmement intéressante et je vois qu'on a affaire à un spécialiste. Ce que vous me demandez, c'est par exemple mon salarié mon salarié français qui télétravaille en Espagne, il n'a parfois pas envie de cotiser en Espagne et il pense que le régime français est peut-être plus favorable que le régime espagnol. Et dans ces cas-là, quand on est dans une situation comme celle-là, on peut cotiser à la Caisse des Français à l'étranger qui fait bénéficier aux expatriés ou aux salariés détachés des mêmes conditions et des mêmes prestations que les salariés français. Mais ça, ce système dérogatoire, en trouver un autre, c'est extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce que dans la définition que je vous ai donnée tout à l'heure de mon salarié en Espagne, il va falloir qu'éventuellement vous alliez trouver des assurances privées espagnoles qui viendront compléter le dispositif espagnol. Mais pas forcément de la même manière qu'on l'entend en France. C'est une autre culture, c'est une autre manière de faire. Donc parfois, il y aura des situations dans lesquelles on cotisera un petit peu moins à la retraite, mais on sera mieux indemnisé au titre de la maladie, etc. etc. Et le deuxième scénario que l'on peut envisager, c'est de trouver un courtier en France qui vienne trouver un assureur qui va assurer mon salarié de droit, qui cotise en Espagne. Ça, c'est d'abord extrêmement cher et extrêmement rare. Parce que vous avez bon nombre d'assureurs qui disent « Oh là là, tout ça c'est trop compliqué, il y a trop de risques, je ne le prends pas ». Vous savez, les assureurs gèrent aussi sur la quantité. Donc, de l'individuel à ce point-là, c'est extrêmement cher et puis surtout, c'est extrêmement rare. Ok, question 18. Un contrat de travail pour un étranger avec un visa talent artiste peut-il inclure des tâches administratives dans ses fonctions? Alors, sur le principe, non. Je suis talent artiste, c'est parce que je suis artiste-interprète et donc je ne viens pas sur le territoire français pour faire des tâches administratives. La seule petite exception que l'on pourrait faire, c'est si ces tâches administratives sont extrêmement accessoires. Allez, on va dire elles représentent 10% de l'exécution du contrat de travail. Mais sinon, évidemment, on voit bien qu'il y a un détournement du visa pour faire autre chose que ce pourquoi on a été autorisé à venir travailler. Ok, question 19. Comment gérer la suspension des contrats d'apprentissage en cas de défaut de titre de séjour? Alors, là encore une fois, très rapidement, pourquoi cette question elle est posée? Elle est posée parce que vous le savez qu'une entreprise ne peut pas rompre de façon anticipée un contrat d'apprentissage d'un apprenti en cas de non-renouvellement de son titre de séjour. Ça peut faire hurler dans les chaumières, et c'est le cas, mais malheureusement, ça ne fait pas partie des causes de rupture du contrat de travail citées dans le Code du travail. Donc, on ne peut pas utiliser ce motif pour rompre. La seule manière qu'on a de faire, puisqu'on n'a pas le droit, par définition, de faire travailler notre apprenti qui n'a pas d'autorisation de travail, c'est de suspendre le contrat de travail. Alors, il y a une manière, j'allais dire, sécurisée et une manière non sécurisée. Une suspension du contrat de travail, par nature, elle est bilatérale. C'est-à-dire que normalement, je ne peux pas imposer au salarié la suspension de mon contrat de travail. Je dois avoir son accord. Mais vous voyez bien que si jamais la personne ne vous donne pas son accord, vous êtes gros gens comme devant, puisque de toute façon, vous n'avez pas le droit de le faire travailler.
Donc, la seule manière qui n'est pas totalement sécurisée, mais qui est la seule crédible, c'est d'adresser un courrier à votre apprenti et de lui dire « Je suspends votre contrat de travail dans l'attente soit du renouvellement, soit d'une nouvelle autorisation de travail. » Ok, Laurent, dernière question. On prendra les peut-être… questions du chat après. Laurent, tu souhaitais Quelles peut-être sont les intervenir? spécificités de divers pays concernant l'obligation de vigilance prévue par le Code du travail? Alors, cette question-là, je pense qu'elle fait référence à ce qu'on appelle la liste nominative des travailleurs étrangers, c'est-à-dire l'un des documents obligatoires lorsqu'un donneur d'ordre utilise un sous-traitant dans le cadre de son organisation. Là, le Code du travail vous dit quoi? Il vous dit le donneur d'ordre doit s'assurer que son sous-traitant respecte un certain nombre d'obligations et, à ce titre, les obligations liées au contrôle de la régularité des travailleurs étrangers. Donc, mon sous-traitant doit me donner la liste des salariés étrangers qu'il embauche et les titres au titre duquel ils peuvent travailler. Et j'ai une obligation de vigilance, et cette obligation de vigilance, elle est extrême, puisque si jamais je ne contrôle pas ces éléments-là, je peux être condamné solidairement avec mon sous-traitant. Donc, vous avez cette obligation de vérifier en tant que donneur d'ordre lorsque votre sous-traitant fait appel à de la main-d'œuvre étrangère. C'est un devoir de vigilance. Et ça concerne tous les contrats qui ont une valeur supérieure à 5 000 € hors taxe. Ça marche. Donc, juste, on va prendre les questions du chat. Il y a deux questions. Lorsque l'échéance du titre de séjour est dépassée, peut-on licencier le salarié sur ce motif? Oui, oui, tout à fait. Mais évidemment, il faut s'assurer avant que le salarié n'a pas demandé de renouvellement, hein. Ça, c'est essentiel. Ok. Il y avait la question de tout à l'heure. Oui, c'était au cas où le salarié a changé d'entreprise, faut-il faire une autorisation de travail? Donc là, tu avais répondu oui, je crois, mais c'était par rapport à la question 13. Lors du recrutement d'un salarié étranger qui a un titre de séjour sur le point d'expirer, est-ce qu'il est nécessaire de faire une demande d'autorisation de travail afin qu'il puisse avoir son titre de séjour Alors, renouvelé? je n'avais pas compris la question, donc la réponse est Moi oui. non À plus. chaque fois qu'il y a une nouvelle embauche, il y a une nouvelle autorisation de travail. Sauf évidemment pour les salariés, je radote, hein, j'en suis désolé, mais sauf pour les salariés qui ont un titre de séjour qui vaut autorisation de travail. Et là, tout le monde l'avait compris. Ok, bah écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie de votre… Il y avait une dernière question. Vas-y. Il y avait une dernière question sur un salarié tunisien avec une carte d'identité italienne. Faut-il une autorisation de travail? Oui, parce que c'est évidemment la nationalité qui compte. C'est pas parce que j'ai une carte d'identité italienne que je suis italien. Et donc, pour ce salarié-là, évidemment, il y a nécessité d'avoir une autorisation de travail. Okay. Ou un titre de séjour, évidemment. Et j'aurais tendance à dire, attention, sur le marché parisien, on se retrouve avec beaucoup de cartes d'identité italiennes qui ont été, à mon sens, achetées et qui ne sont pas réellement des vraies. Et pour preuve, dans un restaurant Clongère, on a été obligé de licencier, suite à un contrôle de l'inspection du travail, un salarié qui avait une pièce d'identité italienne. Et donc, le dirigeant n'avait pas fait la demande auprès de la préfecture, étant donné qu'il était ressortissant de la communauté européenne. Et il s'est avéré que c'était des faux papiers. Ok. Donc, merci à tous. Je vous souhaite un bon appétit si vous allez déjeuner. Vous allez recevoir demain le mail de remerciement avec le replay, les liens vers les sites intéressants dont on a évoqué. Et puis, on vous retrouve à un prochain direct du droit qui portera sur les contrats et documents commerciaux. Voilà, merci à tous. Merci aux intervenants. Merci à tous. On vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.